Salut tout le monde, bienvenue sur Nexus. On est toujours dans notre chronique Esprit Libre. Il y a plein d'autres épisodes. On donne la parole à des penseurs qui n'ont souvent pas la parole dans les médias traditionnels. On essaie, nous, de réfléchir en dehors des carcans. On est toujours avec Nicolas Morand et qui s'apprêtait à me parler hors micro, puisqu'on partait notamment du fait que beaucoup disent les complotistes, parce que malheureusement on nous met toutes sortes d'étiquettes dès qu'on s'intéresse un petit peu à qui contrôle quoi en France ou partout dans le monde. Et moi je le disais, effectivement, moi en tant que journaliste juste honnête et intègre, du coup on ne cherche pas des biais de confirmation comme on peut le lire ou l'entendre partout. Parce que certains disent ces journalistes-là ou ces personnes-là, ces lecteurs-là, ils recherchent l'information qu'ils veulent pour être confortés. Moi, par exemple, c'est pas du tout mon cas. J'ai toujours cru, quand j'étais plus jeune, j'avais cru dans les institutions, j'avais confiance dans les politiques, dans les pouvoirs, quels qu'ils soient, etc. Et au final, ma confiance a été brisée à chaque fois quand j'ai regardé vraiment quelles étaient les vraies raisons de la crise de 2008, etc. J'ai envie de lui donner la parole, mais c'est pour dire, je dormais beaucoup mieux quand j'avais confiance dans les choses qu'aujourd'hui, où c'est dur à 30 ans de se dire, et puis ça fait longtemps que j'ai compris un petit peu, donc depuis mes 24-25 ans, je dors très mal, alors que je dormais comme un bébé. Quand j'étais pas... j'ai toujours été rebelle, mais pas... Voilà, quand j'avais plus confiance dans les pouvoirs. Et je me disais que les problèmes étaient un peu moins profonds. Bref. Et là, vous me disiez, Nicolas Morand, bonjour. Alors, reprenez la discussion, quand vous me disiez que j'étais en train d'accoucher d'un Romain adulte ou quelque chose comme ça, quoi. Oui, d'ailleurs, j'ai pas dit ça, mais j'ai pas dit adulte, mais c'est le cas, ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un processus de maturation. Processus de maturation. Voilà, de tout individu. Quand on est enfant, on est innocent et naïf aussi. C'est-à-dire que la naïveté, c'est quoi? C'est un mélange d'innocence et d'ignorance. On ne connaît pas le fonctionnement du monde quand on arrive. Et puis tu es tellement dépendant de tes parents que tu as tendance à croire que tous les adultes font bien. En tout cas, moi, c'était mon cas. Exactement. Puis, alors que pas forcément. Alors que pas forcément, mais c'est vrai que quand on est tout petit, qu'on n'est pas autonome, qu'on est si vulnérable, c'est peut-être pas une bonne idée de commencer à douter de la bienveillance, de la perfection des parents. Il vaut mieux les ériger au statut de dieu, de demi-dieu vivant, pour être en confiance, s'en remettre à eux, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de choses à apprendre et qu'en plus, il n'y a que eux, au final, pour nous protéger. Mais c'est passionnant ce que vous dites là, parce que là, ça fait écho aux citoyens qui veulent jamais entendre « Ah non, mais comment ça, on ne peut pas avoir confiance dans l'État, dans les politiques ?» C'est la même chose. Il y en a qui ne veulent pas remettre en question leur propre confiance. Exactement. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Si je remets trop tôt en question une autorité qui m'apporte de la sécurité et plus... Qui dit en tout cas apporter de la sécurité. Voilà, en tout cas, là je me place du point de vue de celui qui... bien sûr. Voilà, je me mets à sa place et pour lui, oui, cette autorité m'apporte la sécurité. Donc, c'est passionnant. C'est dangereux de la remettre en question. Parce que à quelle autorité vais-je me vouer? À quel protecteur? Vers qui je vais me tourner? Donc, dans le processus de maturation, bien sûr, à un moment donné, il va falloir tuer symboliquement cette autorité pour grandir. Parce que sinon, on reste un petit enfant. Donc, évidemment que les parents ne sont pas parfaits selon l'idée de la perfection qu'on peut rechercher. Après, on peut avoir une philosophie pour dire que tout est parfait, tout est déjà parfait, donc mes parents étaient effectivement parfaits. Mais selon une certaine idée de la perfection qu'on peut avoir en tant qu'être humain, c'est normal d'être idéaliste, ça fait partie aussi de la fibre humaine, de vouloir un monde meilleur. À partir de ce moment-là, comme on veut un monde meilleur, on peut porter un regard critique sur ses parents et se dire, non, ils sont pas parfaits. Et il y a des choses qui ne vont pas avec eux, et au moment on commence à les tuer symboliquement. C'est un peu l'adolescence, c'est un peu ce qui se passe. C'est quand on commence à se rebeller. On ne veut pas ressembler à nos parents à ce moment-là. On veut... en général, il y a de la rébellion, quoi. Il y a différents stades dans le développement de l'individu où il se rebelle. Il y a des noms qui commencent à apparaître, on s'oppose à l'autorité, etc. Voilà. Sûr. Du coup...
ce processus de maturation, en fait, il ne s'arrête pas après l'adolescence. C'est quelque chose qui continue toute la vie. Le fait de devenir adulte, c'est aussi le fait de développer un maximum l'autonomie, l'indépendance, la libre façon de penser, de devenir progressivement son propre père et sa propre mère. Donc, pour devenir son propre père et sa propre mère, c'est important de devenir objectif, de sortir, de faire la différence entre une opinion et un fait. Parce que si je prends mes opinions pour des faits, ben je suis dans une bulle illusoire. Si je dois devenir mon propre père et ma propre mère, ma propre autorité, ben je dois me fier à des choses objectives. Parce que je ne serai pas désillusionné. Si je vois bien si je me vois en voiture arriver sur un mur, si je suis objectif, je vois le mur, je vois la vitesse de la voiture, je sais qu'il faut freiner. Donc je peux gérer la situation. Si je suis dans la voiture en train de rouler vers un mur et que je me raconte l'histoire qu'il y a une belle route ouverte, quand je vais me prendre le mur, la désillusion, elle va faire vachement mal. C'est marrant parce que du coup, on peut faire beaucoup de parallèles avec, dans ce que vous dites, avec ce qu'on entend. Parce que des fois, en tant que journaliste, on va essayer de créer du débat et puis parler avec des personnes. Et puis, certains, ça peut être sur tout un tas de sujets. On va dire un fait, vraiment un fait incontestable. Par exemple, je ne sais même pas sur les vaccins, parce que le Covid, ça avait fait beaucoup de débats. Ouais, et puis il y avait à l'époque où le gouvernement disait ah oui, ça c'est le vaccin au moins empêche la transmission, comme ça vous protégez mamie. Il nous répète ça pendant un an, et un an plus tard, en septembre 2022, il y a la numéro 2 de Pfizer qui dit bah non, bien sûr que non, on n'a jamais eu le temps de tester la transmission. Et là, tu vas dire ça aux gens, qu'elle a dit ça, donc c'est un fait, c'est une affirmation de cette porte-parole, et les gens vont dire ah c'est ton opinion, ce n'est pas un fait. Voilà. C'est marrant. Oui, mais c'est étonnant. C'est étonnant, mais en fait, ça s'explique du coup parce que accepter au moins d'investiguer au lieu de rejeter tout de suite, de dire ah bon, t'es sûr, ah ben alors où sont les preuves, tu peux me montrer les preuves. Assez rapidement, on voit qu'il y a une réaction de rejet qui est un peu suspecte parce qu'elle est prématurée, cette réaction de rejet. Le rejet intervient quasiment tout de suite. À peine on propose une autre version que la version officielle, et le rejet se fait rapidement. C'est par allégeance, c'est par loyauté avec l'autorité dans laquelle on se remet, et si on ne se sent pas prêt à tuer symboliquement cette autorité, la réaction la plus saine qu'on peut avoir, c'est le rejet. C'est le rejet tout de suite d'une opinion divergente, de faits divergents. Rester dans ma bulle d'illusion pour être insouciant, et comme ça, tout ira bien. Si, petit à petit, j'ai des indices qui me montrent que peut-être cette autorité devrait être remise en question, que ça va faire un cheminement en moi, mais progressif. D'un coup, remettre en question, pour reprendre la métaphore avec les parents, si j'ai 3 ans et que d'un coup, je me rends compte que mes parents peuvent être toxiques et dangereux pour moi, c'est hyper dur. Qu'est-ce que je fais à 3 ans? Qu'est-ce que je vais faire? Je pars de la maison pour faire ma vie ailleurs? Mais c'est pas possible. Comment je peux gérer ça? Donc c'est important que je continue à mettre mes lunettes roses sur papa et maman. C'est vital pour moi. Et pareil pour le citoyen qui se dit mais si les politiques m'oppressent, est-ce que je dois quitter le pays? Qu'est-ce que je dois faire? Oui, alors ça veut dire que... oui, si je me rends compte... La vérité implique parfois trop de choses. Mais oui, imaginons que l'armée, la police, le gouvernement soit une organisation finalement criminelle. Ou qui appartiennent à une hiérarchie criminelle. Criminelle, voilà. Ou qu'il y ait des influences criminelles, ou qu'il y ait une infiltration criminelle là-dedans. Et que ça ait une influence, un impact sur les habitants de ce pays. C'est difficile de vivre avec ça. Regarde, le travail que tu fais, ça fait depuis tes 24 ans, tu m'as dit. Le travail Je peux te tutoyer. Enfin, oui, on peut se tutoyer. On peut se tutoyer si tu veux. Voilà, okay. Oui, il n'y a pas de souci. Je déteste le tutoiement vouvoiement. Oui, enfin, ça dépend, mais
Le processus, effectivement, de comprendre le monde dans lequel on est, quand on part de loin, quand on part d'une telle confiance, oui, je dirais, j'en sais même rien, en fait, parce que ça vient tellement progressivement, quoi. Mais je sais que j'ai commencé, oui, à mal dormir à partir des 24-25, je pense. Ouais. Et ben, ça a été ton éveil, il est très progressif, et tu te donnes tous les moyens pour avoir cet éveil. Tu en as fait ta profession, enfin, journaliste, tu enquêtes, donc tu vas chercher les informations. Mais il faut imaginer une personne qui n'a pas les moyens d'aller chercher cette information. Elle travaille du matin 8h jusqu'à 20h le soir. Elle doit s'occuper de sa famille. Puis là, il y a quelqu'un qui vient lui dire, tu sais, c'est pas ce que tu crois. Hein, le gouvernement, les politiques, les machins, tout ça, c'est pas ce que tu crois. Ben là... Rapidement, le calcul il se fait, il se dit « Attends, mais si c'est effectivement le cas, quelles sont les implications dans ma vie, quelles sont les conséquences dans ma vie de cette information ?» Oh non, pitié. Ah non, pas la vérité. Non, n'ouvre pas cette porte. Je ne vais pas ouvrir cette porte parce que là, les conséquences, ça remet tellement de choses en question. Bah, moi, je dis ça pour moi, par exemple, quand on est parti hors micro de cette conversation-là, où je disais effectivement, moi, parce qu'on parlait de l'émotion, je disais effectivement, l'émotion arrive chez moi, parce que notamment, j'arrive à l'eurotimer. Je pense que vraiment, le manque le problème de sommeil chez moi arrive au moment où je vois vraiment, je vois pas les problèmes, mais je vois les conséquences sur les gens qui l'ouvrent. Puisque quand on voit les problèmes et qu'on se dit « Ah, génial, on va juste pouvoir y aller ». Mais en fait, quand tu vois la censure, l'oppression sur les gens qui parlent, qui trouvent les problèmes, le manque de capacité pour les gens à s'organiser facilement, puisque je suis allé dans plein d'assauts où les gens se détruisent entre eux. On en viendra sur d'autres, on a d'autres émissions sur l'ego et tout, mais ça vient dedans. Bref, voilà. C'est plus là. Pardon, j'ai oublié ce qu'on disait avant. Ouais, moi aussi, du coup. Oui, non, mais non, tu rentres dans le détail, finalement. Tu as rebondi sur ce que je disais au sujet de cet exemple fictif de cette personne qui travaille de 8h à 20h le soir, qui a une famille, etc. Tu es revenu à toi pour dire, voilà, qu'est-ce qui déclenche chez toi. Et je voulais dire qu'il y a des gens, quand on leur donne toute la vérité, mais ils se mettent à pleurer. Ben oui. Et donc, tu te dis, même toi, en tant que journaliste, mais qu'est-ce que je fais ? Mais au final, tu es obligé de ça pour peut-être... Bah d'ailleurs, c'est pas grave de pleurer, c'est une émotion, c'est de la tristesse. C'est bien, c'est le processus psychique d'accouchement, c'est la mort de l'ancien pour s'ouvrir au nouveau. Wow. Tu es obligé de laisser mourir ton idée bisounours de le gouvernement me veut du bien toujours, tout le monde me veut du bien toujours, qui est le reflet de ce qu'on projetait étant enfant sur nos parents, hein, on l'a vu avant. Tu es obligé de laisser mourir ça, cette idéalisation du monde, pour t'ouvrir à une autre perception du monde. Et la tristesse, c'est précisément l'émotion dont le rôle est de nous aider à passer de l'ancien au nouveau. L'ancien est en train de mourir, notre perception ancienne des choses est en train de mourir, elle nous a apporté de la confiance, de la sécurité, du bonheur, parce qu'on se disait, l'avenir peut être heureux si tout le monde, si ceux qui ont autorité nous veulent plutôt du bien, du coup l'avenir il est plutôt rose. Enfin voilà, ça apporte du bonheur de se dire qu'il y a de bons augures, etc. Là, cette information nous dit, tu te fais des illusions, donc il faut laisser ça mourir. La tristesse est là pour nous permettre de lâcher cette idée ancienne et pour nous ouvrir à une nouvelle perception des choses qui porte en elle aussi en fait les graines du bonheur, dans le sens où comme tu deviens plus réaliste, tu mets un peu plus les pieds sur terre. Le fait d'être en prise avec le réel te donne du pouvoir. Ok, tu constates que tu es beaucoup moins puissant que ce que tu croyais. Tu constates ton impuissance que tu ignorais avant. Mais le fait d'accepter cette impuissance, ça te rend puissant. Quelqu'un qui est au courant de ses faiblesses, de ses limites, ça lui donne des repères, ça lui donne des moyens d'agir. Je reprends l'image que je donnais tout à l'heure au sujet de la voiture qui va vers le mur. Ok, tu es en mauvaise posture quand tu fonces droit vers un mur. Mais si tu ouvres les yeux au lieu de les garder fermés,
et que tu acceptes que tu es dans une situation terrible, tu as encore une marge de manœuvre, même si elle est petite. Ok, peut-être que tu vas passer de 130 km/h à 90 et tu vas te prendre un mur à 90. Je ne sais pas si on... Oui, je crois qu'à 90, se prendre un mur à 90, je ne sais pas s'il restait grand-chose. Non, alors, on va prendre un autre exemple. Tu étais à 90 et peut-être que tu vas freiner et que tu vas arriver à 60. Eh ben, se prendre un mur à 60 ou se prendre un mur à 90, eh ben, ce n'est pas la même chose. Ça te donne du pouvoir d'accepter que le monde est plus complexe que ce que tu pensais. Ok, tu n'es peut-être pas en mesure de gérer toute cette complexité tout de suite, mais il y a un début à tout. Et le simple fait de faire le constat, ok, affligeant, mais finalement, il porte en lui le germe de l'espoir. Ça te permet de te construire avec moins d'illusions et donc plus de réalisme. Et moi, je trouve que c'est plus puissant d'être réaliste que d'être un bisounours déconnecté de la réalité. Je trouve ça magnifique, effectivement, ces pensées-là. Et donc, pour conclure, si on fait un pas de côté, si on revient au sujet de base où on dit, bon, bah, il y en a beaucoup qui ont du mal à dormir, moi j'en croise beaucoup dans le journalisme, ou même chez les militants qui ont des cernes jusque-là, on n'arrive pas justement à sortir de ce stress ambiant, de ce sentiment d'oppression. Se mettre la rate au courbouillon. Mais donc là, on en revient au premier épisode qu'on a fait ensemble, où on parlait justement de la différence entre douleur et souffrance. Est-ce que là, on n'en revient pas, justement, c'est du temps long. Effectivement, si la situation est complexe politiquement, économiquement, ça va prendre du temps. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas juste partager une source, parce que les gens vont dire, ça c'est complotiste ou n'importe quoi. Donc il faut déjà casser le récit médiatique qui est construit, et ensuite pouvoir avancer. Donc est-ce que le fait d'accepter le temps long, c'est ça qui nous aide à retrouver du sommeil ou quoi que ce soit ? Oui, bien sûr. Déjà, ça c'est une chose. Mais je dirais que ce qui peut permettre d'accepter le temps long, c'est aussi le fait de se tourner vers l'intérieur. Et au lieu de rester fasciné par le problème extérieur, pour lequel on lutte, pour lequel on se bat. Donc toi, par exemple, tu te bats pour transmettre des informations que les gens ont du mal à accepter, des vérités que tu découvres sur le terrain, tu en as la preuve, et tu aimerais bien que les gens acceptent cette information, puisque c'est vrai. Et tu te rends compte qu'il y a une résistance. Donc tu te bats pour faire passer le message. Donc ça, tu vois qu'il y a un problème. Tu identifies un problème. Et ce problème te travaille, te tracasse. Et ce qui est intéressant, c'est de porter son attention sur cette tracasserie. Elle a lieu où ? Eh ben, elle a lieu dans le corps, dans ton propre corps, elle a lieu. Et si tu te tournes vers ça et que tu dis, mais en fait, je souffre de résister à mes propres réactions face à ces injustices, face à ces incompréhensions, face à ces dénis de réalité, moi, ça me fait quoi ? Eh ben, ça me rend triste. Eh ben, ça me met en colère. Et est-ce que j'accepte complètement cette tristesse et cette colère ? Eh ben, peut-être pas. Peut-être que c'est un truc qui me hante, qui reste là, qui tourne en rond à l'intérieur et qui exige que les autres changent d'abord pour que moi je sois en paix après. Mais est-ce que je peux pas me mettre en paix tout de suite, continuer à lutter contre les injustices, les incompréhensions et les dénis, tout en étant calme et en paix ? En paix avec soi-même en disant, ben, ça me fait peur, ça me met en colère, et je m'aime comme ça. J'aime ce que je suis quand je suis serein, quand je suis heureux, et je m'aime quand je suis révolté, quand je suis en colère. C'est quoi, là je prends mon exemple, c'est quoi Nicolas qui a peur ? C'est intéressant d'aller le connaître. Est-ce que moi-même, je ne suis pas en train d'accuser les autres, finalement, de faire la même chose qu'eux ? C'est-à-dire, ils sont dans le déni de la réalité que j'essaie de leur présenter. Et ça me met en colère. Mais peut-être que c'est parce que je fais la même chose, finalement, pas pour la même information que j'essaie de leur transmettre, mais peut-être que je fais la même chose avec ma peur. Je ne veux pas les regarder en face, cette peur, parce qu'elle me dérange trop. Elle vient trop remettre en question la fausse sécurité dans laquelle je me suis installé dans ma vie. Et donc finalement, je fais exactement comme eux, comme ceux dont je dénonce le comportement. Alors si je prends ma responsabilité en main,
ben, je vais voir que c'est bizarre, mais je vais m'adoucir et je vais me calmer par rapport aux injustices. Je trouverai toujours que c'est injuste. Je trouverai toujours que c'est dommage qu'il y ait du déni par rapport aux informations, etc., et qu'il y ait des oppressions. Mais bizarrement, je vais être beaucoup plus calme par rapport à ça et je vais ressentir plutôt de la compassion parce que je vais comprendre, eh oui, ils font comme moi. Comme je me suis surpris la main dans le sac à le faire à un moment donné et que j'ai pu passer des années à être dans le déni de mes propres émotions, bah, les autres font pareil, ils font comme moi en fait. Voilà. Et moi j'ai eu la chance ou la grâce de pouvoir m'en rendre compte parce qu'il y a des gens qui m'ont informé, parce que je suis tombé sur les bonnes personnes et que j'avais le bon état d'esprit au bon moment. Mais c'est pas quelque chose dont j'ai la propriété, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Et donc eux, ça leur est pas encore arrivé, comme moi, ça m'était pas encore arrivé à l'époque. Donc, est-ce que je peux pas les accepter comme ils sont, finalement, tout en menant des actions vers un monde que je considère plus éveillé, plus conscient de ses émotions, plus conscient de du besoin de ne pas faire de mal à l'autre, parce qu'on se fait du mal à soi quand on fait du mal à l'autre. Mais voilà, donc c'est passionnant. C'est passionnant. C'est la forme, parce qu'on essaie de faire des petites chroniques de 15-20 minutes, mais c'est vraiment... tu es comme un sage de la révolte. C'est comme ce sont les mots qui me viennent comme ça, et merci d'avoir pris le temps là-dessus. Oui, il y aura plein d'autres chroniques avec Nicolas Morand, qui est toujours avec nous. Si vous voulez voir ses autres activités, c'est dans la description sur YouTube et dans les commentaires sûrement. Et voilà, tu nous as donné beaucoup à méditer. On va rester là-dessus. Il y a plein d'autres épisodes d'Esprit Libre aussi avec d'autres penseurs libres et on a envie de continuer ça. Merci d'avoir écouté. Partagez la vidéo si ça vous a plu, c'est vraiment important pour nous. Et Nexus, c'est un magazine qui est en kiosque et vous pouvez le retrouver près de chez vous. Merci. Merci Nicolas. Merci.